En tout cas, on parlait du dossier algérien, puisque c'est de ça qu'il devait s'agir entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Ça sera certainement au menu ce soir de l'entrevue avec François Bayrou. Le dossier algérien, on le sait, qui divise, vous l'avez dit, Sarah Salman, au sein du gouvernement. Bruno Retailleau qui veut hausser le ton contre le régime algérien, ça on le sait, mais vous avez vu cette histoire récente des passeports. Oui. Il y a beaucoup de consulats algériens qui s'amusent à donner des passeports aux clandestins. C'est vrai que quand vous avez rendez-vous avec monsieur Bayrou, vous êtes sûr que les choses vont avancer. Alors là, moi je vais vous dire... c'est réactif. C'est réactif. Je sens un peu d'ironie. Efficace et réactif. On peut dormir sur nos deux oreilles. Ouais, alors je vous assure que demain matin, on aura réglé la question de l'Algérie. Et Boualem Sansal. Et je me demande même si demain matin, Boualem Sansal ne va pas sortir des geôles algériennes. Je vous rappelle qu'il avait fait un ultimatum, ça ne nous a pas échappé. On ne sait toujours pas ce qui est devenu cet ultimatum. Non, je pense qu'on n'en parle plus trop. On n'en parle plus trop de cet ultimatum. À moins que demain matin, il nous propose un conclave sur l'Algérie. On est mais c'est vrai que c'est extrêmement moqueur ce matin. Pour Boualem Sansal, ça fait depuis novembre. Ils nous ont dit, là, on négocie de façon diplomatique. C'est pour ça qu'on ne dit rien. Vraiment, on a vu le résultat. Oui, mais c'est vrai que plus personne n'en parle, ça n'a pas marché. Il y a en effet Boualem Sansal et Christophe Glaise qui sont dans les geôles. Alors peut-être qu'ils œuvrent en coulisses, on peut toujours espérer. Vraiment efficace. Ce qui est tout à fait humiliant pour nous, me semble-t-il, c'est lorsqu'on voit Monsieur Tebboune apporter des fleurs à Madame Mélanie. J'allais y venir. D'ailleurs, depuis le printemps, ils sont en négociation, ils font des coopérations dans tous les sens sur la sécurité, l'économie. C'est la lune de miel. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants de ce sommet italien. Il y a eu plein de contrats signés. Ça n'a jamais été aussi chaleureux entre l'Algérie et l'Italie. Et des cornes de gazelle et nous, rien. Non. Restez avec nous, on y revient. Vous écoutez Europe 1 13h avec Stéphanie Demuru jusqu'à 14h sur Europe. 13h, 14h. Europe 1 13h. Il est 2h moins le quart sur Europe 1. C'est la suite de votre débat, Stéphanie Demuru, avec l'avocate Sarah Salman et le journaliste et écrivain Vincent Roy. Et on parlait de ce dossier algérien pendant que la France et l'Algérie s'écharpent. Eh bien, c'est la lune de miel entre l'Italie et l'Algérie. Il y a plein de contrats. Oui, 5e sommet intergouvernemental hier dans la capitale italienne. Alors, c'est quoi ? Il y a eu sur les hydrocarbures un contrat de 1,3 milliard de dollars sur un contrat pour l'exploration et le développement de l'hydrocarbure, un accord pour un câble sous-marin reliant les deux pays. On ne va pas tous les énumérer, mais l'Algérie, en tout cas, est le premier partenaire commercial de l'Italie, avec des échanges, en effet, qui représentent 14 milliards. C'est vrai que ça tranche, hein. C'est deux salles, deux ambiances, Vincent Roy. Pour être raisonnable, il faut quand même admettre que l'histoire que l'Italie a avec l'Algérie n'a rien à voir avec l'histoire que nous avons avec l'Algérie. Il n'y a pas eu de reconnaissance de marocanité, par exemple. Et puis l'Italie n'a pas de passé colonial avec l'Algérie, ce qui n'est pas notre cas, donc ce qui complexifie terriblement nos rapports. Et puis c'est surtout le Maroc, l'Italie ne s'est pas prononcée sur le Sahara occidental. Et puis le gouvernement algérien, pour autant qu'on puisse parler de gouvernement, enfin le gouvernement autocratique algérien ne s'est pas construit, ne tient pas sur une haine anti-italienne, il tient sur une haine anti-française. Donc tout ça, ce sont deux cas très différents. Mais enfin, à partir du moment où nous sommes l'Italie et la France, nous sommes européens, lorsqu'on voit M. Tebboune se comporter, ça nous fait plutôt du mal. Oui. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est que tout de même, vous l'avez dit, on est européens, on est voisins, on est amis avec l'Italie, bien évidemment, et pourtant, on ne peut pas trop coopérer, demander de l'aide à Giorgia Meloni sur notamment les OQTF et des otages aussi, sur Boualem Sansal, votre confrère. Je pense que là, il devrait y avoir un socle des pays voisins qui viennent nous aider, et en réalité, il ne se passe rien. Apparemment, la Commission européenne n'était même pas au courant de l'existence il y a encore quelques semaines. Vous avez entendu ça ? Oui, j'ai entendu. Ça, c'est quand même, ça interroge aussi. Il fallait même épeler le nom de Boualem Sansal. Oui. Donc ça dit quoi ? Ça dit que vraiment on est bien seul. Veut faire des choses dans son coin. Ça dit que l'Europe, sur le fond, ça fonctionne pas bien. Voilà ce que ça dit. Ça dit que l'Europe, c'est pas très exactement ce qu'on veut nous vendre à longueur de discours. Alors c'est sûr qu'en tout cas, il y en a un qui peut-être devrait être inspiré d'aller en Italie, c'est François Bayrou avec son budget. Il y a eu les 1000 premiers jours, vous avez vu, de Giorgia Meloni. Alors je vais pas là aussi vous faire un inventaire. Enfin, je me suis amusée à aller regarder son bilan. C'est vrai que
On peut ne pas aimer Giorgia Meloni, mais enfin les chiffres parlent pour elle. La croissance, plus 1,2% en 2024, le taux de chômage réduit clairement à 7,2 au lieu de 8,1, le déficit aussi, l'immigration moins 60% en 2024 par rapport à 2023. C'est vrai qu'elle a un bilan qui ferait pâlir tout Français. En même temps, on a tellement un mauvais bilan que, on part de tellement loin que. Voilà, la comparaison joue d'autres défaveurs aussi. Le problème, c'est que on a un mauvais bilan. Je crois que là-dessus, tout le monde peut s'accorder. Oui. Et on n'a pas un président de la République qui dit voilà, j'ai compris, il faut renverser la table, il faut tout remettre à plat. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est-à-dire qu'on va encore subir pendant 2 ans et les mêmes discours et c'est en même temps et c'est impuissance et la faillite ne fait que s'accélérer. C'est pourquoi d'ailleurs, à ce propos, moi je trouverais assez raisonnable pour éviter encore plus de casse que le budget de monsieur Bayrou qui effectivement est mauvais, mais dans les conditions actuelles de température et de pression, il est difficile de faire mieux. À la limite, il faudrait que ce budget soit voté pour qu'on limite quand même la casse. On pourrait faire il y a plein d'agences qu'on pourrait supprimer. Il y a plein de... Franchement, toute façon, sur la bureaucratie, si on veut trouver de l'argent, on peut en trouver. Bien entendu. Et sur le millefeuille administratif... Mais est-ce qu'on ne le cherche pas au mauvais endroit, cet argent on le cherche dans la poche des Français. Oui, mais vous avez entendu, par exemple, il s'en prend notamment aux ruptures conventionnelles. Oui. Ça, c'est le dernier cheval de bataille des syndicats. C'est vrai que c'est ça, vous l'avez dit, ça marche. Les entreprises sont contre, les salariés sont contre. Enfin, vous avez entendu Agnès Pannier-Runacher ce matin, elle aimerait bien réformer ça parce que ça coûte trop cher à l'assurance chômage, manifestement. C'est extraordinaire. Il y a tellement... moi, je veux dire, je fais pas de politique, mais ils pourraient faire des économies. Je vous dis, les agences d'État, vous les listez toutes, vous pouvez en supprimer 50%, on s'en portera tous mieux. Des centaines de millions. Disons que, c'est évident qu'on économise, mais ça tient du symbole. Ça va pas vous combler le déficit, mais il faudrait commencer par là, peut-être pour envoyer des signaux aux Français. C'est très important le symbole, parce que vous pouvez pas demander aux Français de faire attention et vous d'avoir des agences d'État qui servent à recaser vos copains. Et puis surtout, vous pouvez pas dire aux Français maintenant vous allez payer alors que vous êtes responsable en partie d'une mauvaise gestion. C'est ça que les Français n'entendent pas. On est le pays le plus taxé et on leur dit mais là de toute façon l'année prochaine, année blanche, on ne va plus indexer vos retraites et on ne va plus indexer les prestations sociales, ce qui est une manière de les appauvrir encore un peu davantage. Mais en réalité on leur dit voilà écoutez effectivement pour la gestion on n'est pas champion du monde ou je ne suis pas le Mozart de l'économie, mais il va falloir rattraper tout ça et par conséquent vous allez payer, c'est inacceptable pour les Français. Vous avez raison, Sarah Salman, vous parlez de symbole, je crois que les Français ont besoin de ça, vraiment. Bien sûr. Regardez aussi cette même Agnès Pannier-Runacher qui propose de racheter éventuellement la 5e semaine de congés payés. Les députés, ils ont combien de semaines de vacances? Je ne veux pas faire de la démagogie. Non, mais moi je le fais, moi ça ne me gêne pas de le faire. Non, moi non plus. Je prends peu de vacances, je suis ravie d'être avec vous. Ils ont environ 2 mois et moi je l'ai écrit sur Twitter. Ils me disent oui mais on travaille en circo, les Français il y en a qui travaillent comme pas possible. Très bien, mais ça veut rien dire. Et les symboles sont importants. Je suis d'accord avec vous, surtout en ce moment. Oui, bien entendu. Ils sont capitaux. Il faut arriver à retrouver le moral et pour cela il faut donner des gages. Or le gouvernement, les députés, le moral les représentants, et la confiance envers les politiques, il y a une défiance. Il faut par conséquent donner des gages et les députés, et les sénateurs, mais tous quand vous voyez qu'ils augmentent leur propre train de vie, ça ajoute des 300 euros, des 700 euros côté sénateur, mais vous vous dites mais ils se croient où? Les Français se disent que ça va passer et ça passe. En réalité, ça passe et les Français, vous voyez, pour certains qui gagnent le SMIC, ils se disent mais comment c'est possible? On nous dit de faire des efforts, mais de l'autre côté, ils s'augmentent parce qu'il y a une inflation. L'inflation, elle est pour tout le monde. Oui, parce qu'on s'interrogeait de savoir est-ce que la France est gouvernable. C'est vrai que les économies, c'est toujours pour les autres, mais je pense sincèrement que si les Français trouvaient juste ces économies, je pense qu'ils seraient prêts à faire chacun des efforts, mais on a toujours le sentiment que finalement ça ne sert pas à grand-chose et on se demande où va en effet l'argent. Oui, s'ils le trouvaient juste, sans doute qu'ils le pourrait l'accepter, mais vous savez, là maintenant, le consentement à l'impôt, même le consentement à l'impôt n'est pas... Qui est dans la Constitution. Ne va pas de soi, hein.
aujourd'hui, puisque les gens se disent mais c'est trop. On paie beaucoup d'impôts et pour quel pour un service public tellement médiocre. Tellement médiocre. Donc, d'ailleurs, l'avocate Salman, c'est dans la Constitution, le consentement à l'impôt, c'était une des revendications de la révolution. Il n'y a plus de consentement à l'impôt. C'est pour ça qu'on a coupé la tête des rois. Mais il n'y a plus de consentement à l'impôt, pardonnez-moi, mais les gens payent tellement. Ils ont le sentiment pour rien. Et quand on regarde l'état des hôpitaux, de la justice, je ne peux pas leur donner d'or. De l'école. Enfin, il n'y a pas un secteur qui va. On a le sentiment quand même de payer pour rien.